Donc aujourd'hui, c'est comment on accueille à Saisy les élèves en situation de handicap et donc c'est un webinaire à destination des parents. Donc là, on est dans le cadre de la quinzaine de l'orientation spéciale parents et c'est la dernière conférence. On va retrouver du coup les autres en replay. Et donc, pour information, on a traité, de sujets comme, des spécificités pour l'accueil des élèves avec des troubles, non, c'était après, sur la Pardon. partie dyslexie, des troubles du langage et des apprentissages, l'accompagnement des élèves, ayant des maladies invalidantes ou encore, comment on accompagne des élèves avec un trouble de l'autisme. Donc, comme, Pascal le mentionnait, donc je suis responsable qualité RSE et diversité à Saisy et Marion, qui es-tu? Et donc, je suis chargée de mission diversité RSE, je travaille dans ton équipe. Et donc merci Pascal pour cet accueil. On va revoir du coup un petit point sur le cadre juridique, un focus sur les situations de handicap des élèves que l'on accueille à Saisy. On va faire un zoom sur le passage du lycée aux études supérieures, puisque du coup il y a des choses qui changent, et notamment le rôle des parents. Les démarches administratives à faire dans l'enseignement supérieur et particulièrement à Saisy. Quelques parties prenantes sur la partie handicap et les questions-réponses. Alors, en termes de cadre juridique, il y a une loi qui a été fondamentale sur la partie handicap, c'est la loi du 11 février 2005, qui précise que les établissements doivent accueillir les étudiants en situation de handicap au même titre que des étudiants sans handicap et mettre en place des aménagements nécessaires pour les études. C'est un droit, ça veut dire que c'est dans la loi, c'est une obligation. On va rester dans un contexte d'aménagement raisonnable, hein, mais c'est quelque chose que tous les établissements d'enseignement supérieur doivent faire. Hem, il y a eu un décret, plusieurs décrets qui sont passés, hein, depuis 2005, qui précisent comment ça se passe. Donc en fait, c'est toujours le candidat, donc l'élève qui fait la demande, qui va du coup faire une demande à un médecin qui est désigné par la commission des, départementales, aide-moi Marion, De CDAPH, l'autonomie pour les pour les personnes handicapées. merci. Bref, c'est plutôt un médecin qui est, formé sur la partie handicap, qui du coup donne un avis en termes de demande d'aménagement, qui est donné à l'élève, qui le transmet à l'école, et c'est l'école in fine qui décide des aménagements. Ce qui a facilité, les choses, c'est le décret 2021 sur la continuité des aménagements. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez où l'élève a un aménagement au bac ou après, et l'aménagement reste valable. Donc en fait, il n'y a pas besoin de repasser par le médecin s'il n'y a pas de nécessité d'évolution, par rapport, aux aménagements qui sont donnés. Et puis, quoi dire d'autre? Il y a eu, des circulaires aussi du ministère de l'Enseignement supérieur, notamment, celle qu'on aime beaucoup du 10 juillet 2024 qui précise, toutes les obligations pour un environnement d'études, inclusif. Donc il est très explicite sur ce que les établissements doivent mettre en place. Il y a pas mal de choses, du coup, je vous invite à aller sur monparcourshandicap.gouv.fr, études supérieures, qui précise, hein, tous ces éléments-là de contexte et qui, du coup, donne un cadre général pour l'enseignement supérieur. Alors, à Saisy, votre enfant va être inscrit, selon l'un ou l'autre des statuts. Soit il est étudiant et donc nous, on va dépendre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace, soit il est alternant, donc en contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation, et alors il dépend du code du travail. Et donc du coup, on ne va pas avoir la même chose selon l'un ou l'autre. On va voir ça tout à l'heure, notamment sur la partie médecin. Et alors, on va parler maintenant des situations de handicap. De quoi est-ce qu'on parle finalement? Puisque, on arrive, à Saisy et puis, finalement, selon la situation dans laquelle on est, on ne sait pas, si on est en situation de handicap ou pas. Eh bien, voilà toutes les typologies que nous, on classe à Saisy. Ça s'appuie sur, à la fois, le classement, de la MDPH, donc la Maison départementale des personnes handicapées, mais aussi, de l'Organisme mondial de la santé. Voilà, en fait, il y a tout plein de classements possibles. Nos saisies, on les traite comme ça. Alors on les classe, hein,
comme ça, c'est pas histoire de mettre dans des catégories, parce que c'est vraiment pas ce qu'on veut. C'est surtout parce que derrière, si on les classe de cette manière-là, nous, ça nous permet de trouver souvent des aménagements qui sont beaucoup plus propices plutôt par famille, des fois. De toute manière, on va s'appuyer sur, les avis, médicaux puisque nous ne sommes pas médecins, évidemment, mais globalement, voilà ce que l'on retrouve. Donc les troubles du neurodéveloppement, donc en abréviation, ça donne les TND. Et les troubles neurologiques. Donc on a le trouble du langage spécifique des apprentissages, anciennement 10, donc on va voir qu'il y a différentes catégories. On a les troubles du spectre autistique, les troubles envahissants, le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, ou encore les troubles neurologiques liés éventuellement à des traumas crâniens. Derrière, on a une catégorie plutôt sur la moteur, et là, il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. Là, je vous invite à aller voir les tableaux de la, de la sécurité sociale. Mais nous, on va essentiellement retrouver les troubles musculo-squelettiques, des douleurs chroniques ou encore des séquelles de fractures. Il y en a encore d'autres, évidemment. Au niveau des troubles sensoriels, ce qu'on retrouve le plus à saisi, c'est le handicap auditif et l'autre, c'est le visuel. Au niveau des troubles psychologiques, on va en avoir beaucoup. On aurait pu mettre 3 petits points aussi dans cette colonne, mais ce que l'on va, retrouver, ça va être essentiellement les troubles de la personnalité, des psychoses, des troubles bipolaires, du stress post-traumatique, de la dépression et il y en a encore énormément beaucoup. La santé mentale en plus et le grand sujet national, en France donc pour les étudiants. Ce qui fait que en plus ces catégories peuvent être, vraiment, allongées. Sur la partie maladies invalidantes, on va retrouver des maladies dégénératives, du diabète, des maladies inflammatoires, des cancers et pareil, il y en a encore tout un tas. Si on fait un petit focus juste sur les troubles du neurodéveloppement, donc les fameux TLSA, troubles du langage spécifique et des apprentissages, on retrouve la dyslexie dedans, on y retrouve aussi la dysphasie, donc la dyslexie, hein, des troubles de déficit de la lecture, avec un décodage, un apprentissage un peu plus difficile, des troubles du langage oraux, on va voir aussi la dyspraxie, donc là ça va être lié à la coordination. On va voir la dyscalculie dans tout ce qui est 10 encore, celui qui est en bas, au milieu. Donc là, c'est la difficulté à calculer. Et puis dans ces troubles du neurodéveloppement, on y trouve aussi les troubles du spectre autistique, qu'on va légèrement approfondir et les déficits de l'attention. Je viens d'en parler, mais la dyslexie, ça désigne donc un trouble spécifique du langage écrit qui se manifeste par des difficultés durables à identifier les mots écrits, à les décoder et ou à les comprendre. Ce n'est pas du tout, lié à un manque d'intelligence, de motivation ou d'enseignement, contrairement à ce qu'on a pu penser pendant de très nombreuses années et ces difficultés peuvent s'accompagner d'autres troubles associés. C'est le cas de la plupart des troubles du neurodéveloppement d'ailleurs. Et donc la dyslexie, elle toucherait entre 3 et 10 de la population française, selon, donc certaines sources, hein, si on prend, des dyslexies, sévères ou non. Mais ces profils, ce qu'il faut retenir pour nous, dans les études supérieures, c'est qu'elles ont essentiellement besoin de plus de temps pour décoder ou pour comprendre ce qu'elles lisent. Et la plupart des étudiants, mais c'est pas le cas de tout le monde non plus, eh bien, ces étudiants rencontrent des difficultés en anglais. Donc là, si jamais vous voulez plus de détails, je vous invite à aller regarder la vidéo de lundi dernier sur la dyslexie. Sur les troubles du spectre autistique et troubles envahissants, on a donc c'est vraiment des troubles c'est une perturbation pardon, neurobiologique du développement et du fonctionnement de plusieurs régions du cerveau et pas toutes les mêmes régions systématiquement dans le TSA. Mais dans tous les cas, les TSA ne résultent pas de causes psychologiques ou psychiatriques, pareil comme cela a été imaginé pendant longtemps. En revanche, on sait qu'il y a 3 grands facteurs reconnus dans l'apparition d'un TSA. C'est l'environnement, la génétique et le neurodéveloppement. Donc la génétique, à ce jour, on a identifié plus de 200 gènes dans les troubles du spectre autistique. Et puis,
dans toute cette variation, puisqu'on parle d'un spectre, on a un socle commun quand même de 3 grandes catégories, sur lesquelles on va pouvoir repérer des difficultés, notamment dans les études supérieures. Eh bien, ça va être, les difficultés sociales et de communication, des particularités sensorielles, parfois en hypo, parfois en hypersensorialité, et puis, le développement de certains intérêts spécifiques et de comportements répétitifs. Et donc, évidemment, vu que tout ça est très lié à l'individu, ce sont donc des profils avec des besoins qui sont très variables auxquels on s'adapte évidemment. Et pour finir sur les troubles du neurodéveloppement, on a aussi donc le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est un trouble aussi du neurodéveloppement et il se caractérise, lui, par 3 symptômes, d'intensité et de manifestations différentes, hein. Comme dans le TSA, on a vu qu'il y avait, des catégories. Là, c'est la même chose, sauf que là, on va parler du déficit de l'attention, avec une incapacité, par exemple, à maintenir son attention, à terminer une tâche, avoir des oublis fréquents, ce genre de choses. On peut avoir aussi une hyperactivité motrice, hein, donc là, ça va être le H du TDAH. Donc ça va être des agitations incessantes, une incapacité à rester, en place, mais ça peut être aussi, une impulsivité, hem, par exemple des difficultés à attendre, une tendance à interrompre les activités des autres sans s'en rendre compte, et donc le trouble apparaît durant l'enfance, par contre il perdure durant l'âge adulte. Et donc ce trouble-là toucherait, 3 des adultes et il y aurait une composante héréditaire et génétique, donc ça c'est ce qui a été observé, mais ça n'a pas encore été prouvé. Et donc le TDAH, lui, il impacte entre autres la mémoire de travail. Par exemple, un étudiant qui va être en cours et dont les pensées vont s'échapper, vont aller ailleurs. Ça impacte l'initiation des tâches, se mettre au travail, la gestion du temps et de la régulation émotionnelle. Donc dans, par exemple, l'emploi du temps, par exemple, qui va être difficile à gérer. Donc quelques chiffres sur ces troubles du neurodéveloppement de manière générale. Ce sont 70 pardon, des personnes qui présentent un trouble du neurodéveloppement qui voient le fonctionnement persister à l'âge adulte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y est pas pour les 30 autres pourcents, ça veut dire que ces 30 autres pourcents, peut-être ont une compensation au quotidien qui permet de masquer ce trouble. Et ça a des retentissements sur la vie professionnelle, familiale, sociale. Et nous, quand on parle de vie étudiante, d'un étudiant, on va prendre en considération, ces 3 dimensions-là. La vie professionnelle, à savoir, du coup, plutôt académique là, familiale, parce que ça peut avoir un impact, sur, la vie d'étudiant et puis, sociale, parce qu'il y a évidemment des relations à la fois avec le corps enseignant, mais aussi avec les autres, étudiants. 25 des étudiants et des étudiantes en situation de handicap à l'université ont des troubles du langage et de la parole. Donc ça, c'est la proportion des étudiants aussi que l'on a à peu près assaisis, qui sont donc là les fameux 10, d'accord? Autre chiffre, de 8 à 10 de la population française pourrait être neurodivergente, donc avec un trouble du neurodéveloppement, mais sans diagnostic clair ou sans reconnaissance administrative. Et ça, c'est un pourcentage supplémentaire additionné aux personnes que l'on connaît déjà. Et puis autre chiffre intéressant de notre côté, c'est que cette année, 15,3 des lycéens ont bénéficié d'une aide ou d'aménagement qui ont été validés aux épreuves du baccalauréat. Pourquoi validés? Parce qu'en fait, on soupçonne évidemment, vu qu'il y a 8 à 10 de la population française qui est pas diagnostiquée, on présume qu'il y a un pourcentage plus élevé d'étudiants en situation de handicap qui n'a pas bénéficié d'aménagement. Mais nous, ces 15,3 on se demande est-ce qu'on va pouvoir les retrouver ou pas? Dans le supérieur, le but, c'est évidemment que oui, qu'il y ait une continuité, d'aménagement comme le disait Aline. On répond à la loi tout simplement. Alors de quoi parle-t-on sur la partie maladie invalidante et les troubles, psychologiques? Aline, je vais te laisser la parole. Donc ce sont des troubles de la santé qui peuvent atteindre, des organes vitaux, ce sont des maladies organiques, qui peuvent être momentanées, permanentes ou évolutives. À partir du moment où, alors que ce soit la maladie, mais surtout parfois le traitement qui peut provoquer des effets secondaires, si on considère que ça va durer plus d'un an, on va tomber dans la partie handicap. Et souvent, il y a des élèves qui ont ces maladies et qui s'identifient pas en tant que situation de handicap ou en tout cas qui vont pas venir, voir le référent handicap.
la difficulté des maladies, hein, c'est qu'il y a des absences. Ça veut dire que l'élève, ben, du coup, soit il va être en retard le matin parce qu'il y a des difficultés, à l'arrivée, soit il doit s'absenter. Quand on est sur des travaux de groupe, ça va le mettre vraiment en grande difficulté avec les autres parce que du coup, il peut pas, travailler autant avec les autres sur le travail de groupe. Ça veut dire que si l'on parle pas, les enseignants vont pas comprendre pourquoi il sort de la salle ou qu'il est pas là. Ils vont croire que du coup, bah, il est feignant, il a un problème il a un problème d'absentéisme et du coup, ça peut directement jouer sur la fin de la formation. C'est-à-dire que si on a un élève qui a plus de 30 d'absence, qui n'est pas identifié en situation de handicap, bah, du coup, il peut être non diplômé directement. Donc pour éviter tout ça, effectivement, c'est important qu'il, se fasse connaître de manière à ce qu'on puisse, communiquer. On ne communique jamais sans son accord, hein, mais que du coup, ça puisse ne pas lui être reproché, mais qu'on prenne bien en compte les choses. Voilà, donc nous, on peut mettre en place des sensibilisations, encore une fois avec son accord, à l'équipe enseignante ou à ses camarades. Mais voilà, les maladies invalidantes, les troubles psy entraînent généralement beaucoup d'absences et c'était un exemple parmi d'autres, des aménagements qu'on peut mettre en place. On prend en compte aussi les étudiants aidants. Donc un étudiant aidant, c'est un élève qui vient en aide à un membre de son entourage proche, donc ça peut être un parent ou un enfant selon l'âge des élèves, qui est en perte d'autonomie pour des raisons soit liées à l'âge ou à une situation de handicap, souvent une maladie chronique ou invalidante et il vient en aide de manière régulière et fréquente, sachant que c'est pas son métier pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. Donc là, ça veut dire que, bah, quand on doit s'occuper d'une autre personne, ça a un impact, hein, sur la scolarité et du coup, nous, on peut mettre en place des aménagements de parcours. Il faut savoir aussi que depuis, la rentrée 2023, les élèves peuvent aussi bénéficier de 4 points de charges supplémentaires sur la bourse. Donc voilà, c'est, quelque chose qui peut être intéressant. Au-delà des élèves en situation de handicap ou aidants, il y a aussi d'autres catégories, hein, notamment les sportifs de haut niveau ou les artistes de haut niveau. Je les mentionne, parfois ça se cumule aussi. Donc voilà, donc c'est des démarches qu'on peut mettre en place. Encore une fois, il faut le faire savoir avant que les épreuves arrivent ou les moments de demande d'absence arrivent. Alors, c'est quoi le lien entre c'est quoi les différences, quand on passe du lycée aux études supérieures, Marion? Bien, on va voir qu'il y a quand même une évolution. Déjà dans les procédures, d'aménagement, on parle de PAI, de PAP, projet, d'accompagnement, personnel, de PPS aussi au lycée. Dans le supérieur, donc à l'université, ce qu'on trouve de manière officielle, c'est qu'on parle de plan d'accompagnement de l'étudiant handicapé. Nous, à Cési, on parle de mise en place d'aménagement. Donc si vous voyez quelque part passer, l'abréviation MEPA, c'est c'est bien qu'il s'agit de saisie, puisqu'on l'appelle comme ça. Et au niveau des procédures dans les aménagements, on parle vraiment de la structure, d'accord, de saisie. Nous, on met en place cet aménagement. Par contre, s'il y a besoin d'aménagement dans la vie quotidienne, ça reste toujours, à l'étudiant ou à sa famille de faire une demande, auprès de la MDPH pour, acquérir du matériel compensatoire pour la vie privée, pour le travail personnel. Ça peut être aussi pour des déplacements, entre le lieu de vie et le campus. Et donc ce qui est important à retenir par contre, c'est que toute situation de handicap peut donner lieu à des aménagements. Et ces aménagements, eux, peuvent varier entre le baccalauréat et l'enseignement supérieur. Par exemple, lorsqu'on parle d'aide humaine, alors secrétaire d'examen, interprète, tout ça, on peut toujours l'appeler comme ça chez nous. Par contre, l'AESH, donc l'aide aux élèves en situation de handicap, il y en a plus. On part dans le supérieur. Alors ça va être Hem, très alors, ça peut arriver, mais c'est vraiment extrêmement, extrêmement réduit. C'est-à-dire que l'aide humaine, sur l'enseignement supérieur, en fait, on va commencer à calquer un petit peu ce qui va se passer dans le monde de l'entreprise et dans le monde de l'entreprise, les aides humaines peuvent exister, mais c'est vraiment limité à certaines situations très, très réduites. Donc ce qu'on voit, par exemple, sur des élèves autistes, c'est qu'on va pouvoir, peut-être maintenir l'aide humaine, mais généralement, c'est les parents qui la financent sur la première année.
pour faire la transition, mais généralement, elle ne poursuit pas sur l'ensemble des autres années. On va essayer de trouver d'autres moyens d'accompagnement, que cette aide humaine qui est présente en cours. Voilà, donc on est vraiment sur le lien entre avant le monde de l'entreprise et donc on va essayer d'accompagner l'élève pour, s'autonomiser, avec des aides, techniques ou d'autres accompagnements, mais du coup, il y a voilà, des petites choses qui changent. Je continue, je te relaisse la main. Bah, ça peut être, par exemple, un lecteur ou un scripteur aussi, Mmh. donc ça va être très spécifique et donc sur des moments très spécifiques. Au niveau des aménagements pédagogiques, on parle de prêt de matériel adapté, d'autorisation d'utiliser son propre matériel. Ça, c'est toujours le cas, c'est toujours valable. Par contre, on a déjà observé, par exemple, des dispenses de certaines matières, dispenses de français, dispenses d'anglais. Du coup, lorsqu'on passe dans le supérieur, c'est plus forcément le cas. Alors, ce n'est plus le cas, mais parce qu'on va essayer d'accompagner l'étudiant au maximum de son niveau, hem, de son niveau, tout simplement. Juste Et pour on va compléter, surtout Marc. faire oui, Vas-y, vas-y, vas-y. bah, c'est surtout qu'en fait, on va adapter, l'épreuve aux besoins de l'étudiant. Ça veut dire que ça peut aller, jusqu'à, une adaptation, mais vraiment individuelle de l'épreuve. Vas-y, je t'en prie. Oui, il faut faire attention. Du coup, c'est super dangereux les dispenses de matières, au lycée, notamment par rapport aux sélections des grandes écoles, parce qu'il y a des sélections notamment qui imposent un niveau d'anglais. Et l'élève qui n'a plus fait d'anglais, ça va être, il ne pourra pas avoir cette dispense de matière, en fait, pour les épreuves de sélection. Donc nous, ce qui est important, notamment quand le niveau d'anglais est un critère de sélection, c'est qu'on sache, en fait, qu'il y avait, ces éléments-là en amont, qu'il y a un lien entre le handicap et cette matière, pour qu'on puisse le prendre en compte. Mais il risque d'y avoir des soucis sur, la sélection dans certaines, grandes écoles. Et sur la partie, examen aussi, donc il y a, on a déjà vu des dépénalisations de fautes d'orthographe. Nous, c'est quelque chose que l'on tolère sur les épreuves, sur les devoirs sur table, puisque, ce qu'on permet, c'est aux étudiants d'utiliser les ordinateurs équipés de correcteurs orthographiques. Donc que ce soit même en instantané ou sur des devoirs, finalement, on va avoir une tolérance, mais on n'aura pas une dépénalisation. Oui, parce que dans le monde de l'entreprise, ça n'existe pas, hein, la dépénalisation des fautes d'orthographe quand on écrit à un client avec, plein de fautes, ben, du coup, on est stigmatisé. Donc ce qui est important pour nous, c'est de les accompagner, qu'ils soient équipés pour que, in fine, du coup, il y ait une compensation qui soit efficace et qu'ils puissent la garder dans le monde de l'entreprise. Alors, les étudiants aujourd'hui qui sont en situation de handicap, eh bien, sont pas les seuls à avoir quand même, eh bien, des besoins spécifiques, hein. Comme Aline le disait, il y a plusieurs profils, mais c'est surtout que l'étudiant, quand il arrive, il arrive avec son système personnel et puis nous, on va amener l'environnement académique. Dans, le système, personnel de l'étudiant, on va retrouver cette dimension, biosocio-démographique, donc ça va être, l'âge, le genre, le contexte familial, le milieu socio-économique, sa santé, heu, hop, il arrive avec ça dans son bagage. Il arrive aussi avec son bagage scolaire, son parcours antérieur, ses résultats du lycée, des méthodes de travail peut-être qu'il avait mises en place. Et au niveau psychologique, donc vraiment cognitive, hein, c'est, quelle était son attention, sa mémoire, tout ça. Et donc ça, ce sont a priori des variables qui sont externes à saisie, mais qui influencent fortement la suite et qui influencent fortement, l'environnement académique qui, lui, bah, sur la composante académique, pardon, ça va être lié à la structure de l'école, l'organisation des cours, la pédagogie qui est utilisée. À César, on utilise une pédagogie active. Et parfois, dans certaines situations, on se retrouve avec des profils d'étudiants, notamment, par exemple, je pense aux étudiants qui ont un trouble du spectre autistique, qui ont des difficultés parfois avec des devoirs qui sont très ouverts, où on demande justement une certaine organisation, une certaine rigueur qu'on n'apporte pas, puisque ça fait partie des objectifs des objectifs de ces travaux-là. Et donc dans la composante sociale côté, académique, donc là, ça va être vraiment la relation aux camarades, aux intervenants, aux camarades également et aux différents services. Et donc ce qu'on voulait représenter là, c'est que l'étudiant, qui soit en situation de handicap ou pas, il arrive avec ce package-là et que l'étudiant qui est en bonne santé aujourd'hui,
peut devenir aussi un jeune en situation de handicap demain, c'est-à-dire pendant son parcours universitaire. Ça pourra être un handicap, temporaire ou définitif. Mais ça me permet de faire le lien aussi avec, ces schémas. Donc dans le système personnel, on va pouvoir parler de santé étudiante. Et notamment, donc, lié à la grande enquête sur la santé étudiante 2025, qui date du mois de mai ou avril, c'est ça, Aline, si je ne me trompe pas. Donc, Mhm. c'est Avant très, l'été, très oui. récent. Très, très récent. Il y a donc cette étude qui montre que la part des étudiants qui, ayant connu au moins un épisode de détresse psychologique au cours des 4 semaines qui intervient avant l'interrogation, elle s'élève entre 26% pour les hommes et 44,4% pour les femmes. Mais plus de 7 étudiants sur 10 s'estiment, eux, en bonne santé. Parfois, les étudiants ne font pas la relation entre la bonne santé et éventuellement le fait que ça aille pas très bien. Sauf que quand ils arrivent avec le bagage, le fameux système personnel, ils arrivent aussi avec cette peut-être méconnaissance d'eux-mêmes et de leur propre situation. Donc 7 étudiants sur 10 s'estiment en bonne santé, mais près de un tiers des étudiants déclarent avoir renoncé à des soins ou des examens médicaux pour des raisons financières. Ce qui fait que potentiellement, à la fois avec cette méconnaissance de son propre état et l'avenir sans suivi, on enclenche derrière un système personnel fragilisé qui peut avoir aussi un impact sur le cursus universitaire. Autre, autre chiffre à retenir, plus d'un tiers des étudiants présentent des signes de détresse psychologique dans les 4 semaines qui précèdent l'enquête. Parmi ces un tiers, donc on a 2,1% qui ont fait une tentative de suicide dans les 12 derniers mois et 16,9% qui ont des idées suicidaires pour 12,7% qui ont eu des idées suicidaires au cours de leur vie. Euh, donc ça veut dire que c'est quelque chose dont il faut qu'on tienne compte puisque derrière les systèmes, si je reviens sur ce schéma-là, ces systèmes rétroagissent entre eux et rétroagissent aussi dans le temps. C'est-à-dire que si le système personnel va mal, il peut avoir dans le temps un impact sur le côté académique et vice-versa. Donc c'est une sorte de boucle dynamique. Pourquoi c'est important d'en parler? Mais parce que tout simplement, parce qu'il y a des grands changements dans la vie d'un lycéen lorsqu'il passe à la vie étudiante. Tout simplement, ses relations sociales et parasociales. Donc, sur Internet, on sait qu'aujourd'hui, le parasocial a tout autant d'impact que le social. On a aussi un impact par rapport à la vie de campus, avec des participations à des événements de campus, un investissement éventuellement aussi en association étudiante. On a aussi le sommeil qui est largement impacté, notamment avec des insomnies plus fréquentes, des troubles de l'endormissement, des troubles du maintien du sommeil. Le sport, cette dimension sportive aussi, elle évolue. Et elle évolue en plus d'une année sur l'autre avec un arrêt, voire non, une limitation, pardon, voire un arrêt de la pratique sportive. Et donc, ça va aussi avec la courbe avec l'IMC qui grandit. On a un impact sur l'alimentation. On observe que les habitudes alimentaires changent, parfois dans l'excès, que ce soit dans le moins ou dans le plus, avec des dépenses au moins chères, souvent au détriment de la qualité des produits. Parfois, donc, on observe que des étudiants sautent des repas. En tout cas, c'est ce que dit l'enquête de 2025 là, sur la santé étudiante. La vie de famille aussi change. Il y a un équilibre études-famille qui se réorganise. La participation à la vie de famille aussi et au quotidien qui change, peut-être parce qu'on n'est pas dans le même foyer, peut-être parce que l'investissement aussi n'est plus le même entre le lycée et les études supérieures. Et puis il y a la vie en dehors du logement familial aussi qui fait que parfois il y a des dégradations aussi des conditions de vie. On est parfois moins bien loti dans son premier appartement étudiant que chez papa-maman. Voilà. Et puis, il y a des comportements à risque qu'on observe aussi avec de la consommation de psychotropes qui est accentuée durant l'adolescence. Il y a aussi la consommation des écrans, notamment avant d'aller s'endormir, qui impacte aussi le sommeil. Et puis, des comportements excessifs qui parfois se mettent en place. Et puis, parce qu'on est jeune et puis on est un peu une tête brûlée, alors on y va à fond, quoi. Donc ça concerne finalement les changements pour tous les étudiants. Sauf que ça peut avoir évidemment des impacts très importants sur le système dont on a parlé juste avant. Mais les étudiants en situation de handicap
eux, sont d'autant plus touchés par ce passage entre le lycée et les études supérieures, parce que déjà que la situation de handicap influence le système personnel, fragilise le système personnel, et ben, on a aussi un environnement académique qui va accentuer toutes ces dimensions-là pour l'étudiant en situation de handicap. Donc, ce que doit faire CESI, c'est de mettre en place des aménagements, c'est de rendre accessibles les formations et c'est de favoriser les relations aux autres. C'est pour ça que, par exemple, on a des référents handicap campus dont on parlera, mais on a aussi des référents vide campus à CESI qui ont un rôle sur notamment la vie dans le campus, comme son nom l'indique. Et donc, tout ça, ça impacte la réussite des étudiants, les notes, les motivations, et ça peut amener à plus facilement d'échecs. Donc là, on parle vraiment des étudiants en situation de handicap, hein. Donc, c'est un public à accompagner, absolument. En tout cas, c'est un public que l'on souhaite accompagner. Pour nous, c'est notre rôle de les accompagner jusqu'à la diplomation et donc d'apporter un environnement propice à la réussite. Donc ça, c'est valable pour tous les étudiants. Et donc, il faut parfois mettre en place des aménagements pour y répondre. Des impacts directs du handicap, donc ça c'est un petit peu ce que disait Aline tout à l'heure, hein, mais globalement, les situations de handicap peuvent engendrer plus de fatigue, de capacité d'attention réduite. Par exemple, suivre les cours tout au long d'une journée, d'une semaine, avec des baisses de concentration pendant des examens, avec un rendement variable aussi d'un jour à l'autre. Parfois, ça se prévient pas. Des douleurs, des limitations physiques, une mobilité réduite, des difficultés à se rendre en cours, à rester assis, à manipuler du matériel, des problèmes d'accessibilité des locaux aussi. On a aussi des traitements et des rendez-vous médicaux fréquents. Donc là, ça va s'appliquer essentiellement aux maladies invalidantes, hein, pour lesquelles parfois on va pouvoir mettre en place des dispenses d'assiduité parce qu'on a des absences répétées pour se rendre à des rendez-vous médicaux. Ça peut être aussi tôt le matin, tard l'après-midi. On va être sur ces problématiques-là. Derrière, on peut aussi avoir du trouble cognitif et des brouillards cérébrales. Et ça, dans tout type de situation de handicap. Parfois, c'est la situation de handicap elle-même qui amène ce trouble. Parfois, c'est le traitement. Et parfois, c'est tout simplement la fatigue et tout le système académique et personnel mis ensemble qui fait qu'à un moment donné, il y a plus de fatigue et donc il y a des troubles cognitifs et un brouillard cérébral qui s'installe. On peut avoir aussi des troubles sensoriels, des troubles psychiques. Je ne vais pas les détailler ici, mais aussi une stigmatisation, une charge administrative. Je les ai mis ensemble, mais tout simplement parce que ça demande plus à l'étudiant. Ça a un retentissement essentiellement social et aussi professionnel, notamment si l'étudiant est en alternance. Donc tout ça, c'était les impacts directs du handicap qui montrent que, évidemment, il va falloir accompagner tout ça. Aline, je te laisse la main sur les démarches administratives. Alors, avant d'intégrer l'école, du coup, il y a la phase d'inscription. Donc, chaque école communique sur les modalités des épreuves de la sélection. Pour certains, ça va être des entretiens, pour d'autres, ça va être des tests sur table. Et donc, ça va être important de mettre en place des aménagements pour ces épreuves de sélection. Donc pour ça, les précédents aménagements généralement sont OK. Vous les envoyez, ça permet de mettre en place des aménagements pour la sélection de manière à ce que votre enfant ne soit pas discriminé et qu'il n'y ait pas une mauvaise interprétation des résultats, mais que ce soit bien pris en compte par rapport à ce qui est qu'il soit bien évalué, hein, et qu'il n'y ait pas de mauvaise vision de lui. Il faut faire attention, l'épreuve de sélection, c'est à un moment précis et après, il y a l'arrivée dans la formation. Donc derrière, il y a une vraie rencontre avec le référent handicap qui doit être fait, puisque tout ce qui va se passer pendant la formation, les situations vont évoluer et donc les aménagements vont être plus larges. Et donc il y a une nouvelle demande qui doit être faite pour la formation, puisque là, en fait, on ne va pas regarder la même chose. L'épreuve de sélection, elle est vraiment ponctuelle, alors que la formation est plus longue. Donc en fait, il y a 2 temps, hein. Il y a la demande pour la sélection et la demande pour la formation. Aline nous a parlé tout à l'heure des 2 statuts différents, donc c'est là qu'on va retrouver au niveau administratif des petites différences, hein.
pour le statut étudiant comme pour le statut alternant, s'il y a déjà une reconnaissance administrative du handicap, ce que nous, on va demander, ce sont les précédents aménagements décidés par un médecin désigné par la CDAPH, donc la fameuse commission départementale pour l'autonomie des personnes handicapées. Ça va être essentiellement baccalauréat, BTS ou antérieur s'il n'y a pas. Ça peut être aussi éventuellement d'autres études supérieures qui ont été faites ailleurs. Sinon, donc c'est la première flèche ou la deuxième. On va vous demander la RQTH ou un équivalent, plus un avis médical. Et là, de préférence, ce sera plutôt un spécialiste qui va généralement nous donner des besoins au plus juste. Par exemple, un médecin généraliste aura tendance à dire tire-temps. Oui, mais tire-temps pour l'écrit, pour l'oral. Quel est le besoin de l'étudiant? Il faut qu'on en sache un peu plus sur ce besoin-là. Et les spécialistes sont un peu plus à même de répondre à ça. Donc ça, c'est s'il y a une reconnaissance. S'il n'y a pas de reconnaissance administrative, eh bien, on va vous demander, pour le statut étudiant, un avis du service de santé étudiant, ou en tout cas d'un avis, l'avis d'un médecin désigné par la CDAPH. Donc là, il va falloir se rapprocher du service de santé étudiante au plus proche du campus. Côté alternant, lui, sa partie prenante, son interlocuteur favori, ça va être la médecine du travail. Ce qui est intéressant avec la médecine du travail, c'est qu'ils ont vraiment l'habitude de préciser quels sont les aménagements à réaliser pour les professionnels. Ça veut dire qu'ils savent très bien aussi qu'il ne faut absolument pas mettre de données de santé. Par contre, ce qu'il faudra bien préciser aux médecins du travail, c'est qu'ils mettent d'une part les aménagements pour le poste de travail, donc au niveau de l'entreprise, et d'autre part les aménagements nécessaires pour les études. Dans tous les cas, s'il n'y a pas encore de reconnaissance ou pas de reconnaissance en cours ou des difficultés à atteindre ces médecins-là, on peut mettre en place un aménagement temporaire, d'accord, le temps justement qui est cette reconnaissance-là. Et donc, on va avoir une tolérance sur la réception d'avis médicaux qui vont être désignés par les médecins de l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, les médecins du réseau de la sécurité sociale. Donc là, ça va être plutôt les UGCAM. Ne me demandez pas tous les mots qui composent cet acronyme, mais voilà, il faut se renseigner auprès de ce réseau-là. Généralement, le référent handicap campus, lui, va pouvoir se mettre en relation avec ce réseau pour un accompagnement tout au long de la scolarité, avec un accompagnement jusqu'à la reconnaissance, hein. Et puis, ça peut être aussi pour des médecins spécialistes. Voilà. Et donc, avec ces médecins-là, on va pouvoir mettre en place un aménagement. Je vois qu'il y a une question. C'est pour l'aménagement des épreuves de sélection. Quel est le nom de la personne à contacter? Eh bien, on va répondre à cette question si vous restez jusqu'à la fin. Ce sera le référent handicap campus. OK. Donc, ce qu'il faut juste, avoir en tête, c'est que la RQTH, la reconnaissance qualité de travailleur handicapé, elle est importante pour l'entreprise. Donc, ça va permettre à l'entreprise de prendre en compte les situations de handicap. Donc, entreprise, qui dit entreprise dit stage, alternance, apprentissage. Et va permettre aussi d'ouvrir des financements pour acheter des choses à saisie. Donc ça veut dire que s'il y a un besoin d'un fauteuil ergonomique, s'il y a besoin de temps supplémentaire d'accompagnement, le fait qu'il y ait la RQTH permet de financer tout ça. La RQTH, c'est une reconnaissance et ne dit pas, hein, quel est le besoin spécifique qu'on doit mettre en place. Nous, on n'est pas médecin, donc déjà, on n'a pas forcément à connaître la typologie de handicap. Si l'élève ne veut pas nous le dire, il n'y a pas de souci. Mais par contre, il faut que le médecin nous traduise tout ça. Et la traduction, c'est sur la mise en place d'aménagements. Donc, ce sont deux éléments complémentaires. Le premier, c'est pour l'entreprise pour aller chercher des financements. Et le deuxième, c'est pour savoir concrètement ce qu'on doit faire pour accompagner votre enfant. Au niveau de l'aménagement, il va y avoir un recto verso simplement à remplir avec, et à passer au référent handicap campus. Ces aménagements-là, ils sont alignés donc sur ce prévu au baccalauréat, mais donc avec une évolution si la formation s'y prête, et puis adapté et enrichi par les recommandations du médecin dont Aline vient de parler, s'il y a une évolution notamment. Ça peut être le cas beaucoup sur des maladies invalidantes ou tout simplement sur des besoins qui évoluent avec le temps, sur du trouble du neurodéveloppement, parce que tout simplement, on évolue aussi tout au long de sa vie et puis on met en place des moyens de compensation.
Hem Ce qu'il faut retenir vraiment, c'est qu'il y a pas de cas unique, donc tous ces aménagements, ils sont individualisés. Alors il y a ces petites cases-là à cocher, mais il y a aussi, des blocs de texte qu'on peut remplir justement avec des choses un peu plus spécifiques. Ça peut être par exemple le nom d'un logiciel, ça peut être aussi le nom d'un matériel spécifique à utiliser, ça peut être aussi sur de l'aide humaine, des précisions. Est-ce que c'est un lecteur? Est-ce que c'est un scripteur? Est-ce que c'est les 2? Est-ce qu'il y a autre chose? Il faut pas hésiter à le détailler. C'est pour ça que l'avis d'un médecin est nécessaire et donc au plus précis du besoin de l'étudiant. Et donc, une petite chose à savoir, c'est que si l'aménagement est accordé pour la deuxième partie de ce formulaire-là, donc à savoir pour les examens, c'est automatiquement valable pour les études. L'inverse, par contre, n'étant pas vrai. Voilà. Par exemple, avoir du distanciel sur un examen, c'est beaucoup plus délicat, par exemple. Pour les dernières minutes, qu'est-ce qu'on dirait? Vous pouvez retrouver tout le détail en fait sur notre site internet, sur la page engagement et diversité. Donc vous allez sur le site de saisie, école et engagement diversité. On vous précise en fait tous ces éléments qu'on vous a présentés. On va aller très vite puisqu'il nous reste 3 minutes, Marion. Donc, peut-être juste pour dire que quand un élève est majeur, les parents ne sont plus destinataires des communications ni des choix à prendre. C'est bien l'élève qui doit le faire, hein. On doit d'ailleurs demander l'avis à l'élève pour pouvoir vous passer des informations. Donc, si les parents sont inquiets, une prise de contact qui est possible. Nous, par contre, à chaque fois, on s'assure de l'accord de l'élève dans la communication qui vous est faite. Et ensuite, c'est l'étudiant majeur, hein, qui décide s'il souhaite que le référent handicap puisse communiquer avec ses parents. Et mais à chaque fois, c'est l'élève qui est décideur. En fait, nous, on peut voir qu'il y a une situation de handicap. Si l'élève ne nous en fait pas la demande, en fait, on peut pas mettre en place d'éléments. Je rassure les personnes connectées, c'est valable pour tous les élèves, C'est même ça. ceux qui ne sont pas Mmh. en accueil des cycles préparatoires intégrés de 18 ans et les parents ne comprennent pas que quand ils téléphonent, on ne leur donne pas d'informations. Nous, dans la demande d'aménagement, on a des cases à cocher justement pour savoir qui est-ce qu'on peut prévenir ou pas. Donc très important. Et donc pour terminer, juste pour vous répondre, Marina, les parties prenantes du parcours handicap sont essentiellement les référents. Les référents handicap, il y en a 43 actuellement à saisir, répartis sur les 26 campus. Comptez 1 à 2 référents handicap, vous trouvez les coordonnées directement sur la page du campus que vous ciblez. Et donc vous avez le nom, le prénom, le numéro de téléphone ou à minima l'adresse mail. Voilà. Et donc oui, parce on fait très attention sur la partie des, pardon, c'est le référent handicap, pardon, qui va accompagner. On fait très attention par rapport aux données de santé, hein. Ce sont des données qui sont, personnelles et qu'on va s'assurer qu'elles ne diffusent pas. Donc on va vraiment parler à chaque fois d'aménagement et pas de typologie de handicap, et surtout que ça voilà, que ça diffuse pas au-delà de ce que l'élève souhaite. Et donc c'est pour ça que tout passe par le référent handicap. C'est vraiment d'éviter que les documents soient envoyés à d'autres personnes que le référent handicap. Je veux bien que tu mettes la dernière slide, comme ça vous avez tous les contacts. En fait, c'est à chaque fois référent handicap-le nom du campus @saisie.fr. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Peut-être laisser la slide précédente, Marion, avec les contacts. Mon adresse mail pour les personnes qui veulent récupérer le PDF de présentation avec tous les éléments que vous avez développés. Voilà, donc pour synthétiser, c'est l'élève qui va faire la demande. On peut se baser sur les précédents aménagements, ça limite la partie administrative. S'il y a d'autres éléments nouveaux, du coup, c'est un médecin. La reconnaissance, la RQTH, du coup, elle va être nécessaire quand on arrive dans l'enseignement supérieur. On va les inciter à faire cette reconnaissance, puisque dans le monde de l'entreprise, on ne parle qu'avec ça. Donc encore une fois, on est sur une transition. Nous, en tout cas, elle nous est favorable pour l'accueil de votre enfant, parce que du coup, ça nous permet de mobiliser des financements. Et puis, encore une fois, la formation, elle est longue, elle amène des nouvelles situations. Donc c'est pour ça qu'on va étudier les choses avec votre enfant. Quand on parle de mobilité internationale, pour certains, ça va être compliqué, pour d'autres pas. Il y a des choses qui sont simples à mettre en place, puis il y a des choses vraiment on va aller même au-delà dans le cadre de l'accompagnement, pour que votre enfant soit le mieux accompagné. Je vois qu'il y a un petit Ouais. message.
J'allais rajouter aussi que tout au long de l'année, il y a des sensibilisations qui sont proposées parfois aux étudiants, parfois aux salariés aussi, ce qui fait que derrière, il y a un accompagnement aussi, pas uniquement de l'étudiant, mais c'est un tout. Finalement, est-ce qu'on va recevoir le petit message? Il ne faut pas hésiter sinon à nous écrire, d'accord? Voilà, Pascal a mis son adresse. Merci beaucoup.